commencer avec une première table ronde qui va s'intéresser aux solutions pour se soustraire à l'exposition à l'amiante. Donc on a 4 intervenantes avec nous. Jean-Marie Van Lerenberg, François Laforgue, Nadine Herrero, Hélène Boulot et Cyril Verlingue. Donc on va commencer avec Jean-Marie Van Lerenberg, qui donc est sénateur depuis 2001 et qui a présidé la mission d'information du Sénat sur l'amiante en 2005, qui a abouti au rapport dont on a parlé ce matin. Rapport auquel on doit entre autres ce chiffre qui a fait date de 100 000 morts. Monsieur Van Lerenberg va revenir sur le travail de cette mission qui a permis de mettre en place un système de réparation pour les victimes, qui a aussi permis de protéger les travailleurs toujours au contact de l'amiante et qui s'est aussi efforcé d'établir des responsabilités. Effectivement, je le disais à ma voisine à l'instant, en 2005, c'est grâce à Pierre Plutat, qui était le président de l'Andeva, qu'avec ma collègue Valérie Létard, qui était sénatrice du Nord, et puis nous étions tous les deux membres de la Commission des Affaires sociales, nous avons suggéré à la Commission de créer une mission d'information sur l'amiante, pour voir un peu, 10 ans après, c'était en 2005, donc un peu moins de 10 ans, après l'interdiction de l'amiante, comment les choses évoluaient et quelles étaient les réalités constatées sur ce sujet, sur le terrain en quelque sorte, la mise en œuvre effectivement de cette interdiction et ensuite la réparation. Parce que vous avez dit qu'on avait créé, non, le FIVA existait, on a simplement renforcé, je dirais, par nos recommandations, nos propositions, la mise en œuvre du fonds d'indemnisation de ces victimes et le CATA aussi, qui a été aussi un sujet lors de cette mission. Alors, je rappelle que donc en 96, l'amiante a été interdite en fait en application 97 en France et en Europe, que malheureusement l'amiante continuait à l'époque à être produite, notamment au Canada, au Brésil, et que donc on pouvait importer. Et c'est là où il y a un parallèle aussi d'ailleurs avec les pesticides que l'on peut, même si on l'interdit d'un côté, il est possible malheureusement de pouvoir contourner effectivement cette interdiction au niveau mondial. Mais néanmoins, on avait déjà un usage réduit de l'amiante, et là aussi parallèle, en 76, avec l'interdiction en 96, 20 ans, compte tenu effectivement, et c'est ce que nous avons cherché à comprendre, c'était la première mission, c'était d'ailleurs le titre de cette mission, comprendre, mieux réparer et en tirer des leçons pour l'avenir. Comprendre comment on avait attendu 20 ans avant d'interdire, je dirais, un matériau qui certes était, on l'appelait Magic Mineral, c'était pas pour rien parce que considérait qu'il répondait à tout, n'était pas cher, et que néanmoins on était conscient et depuis longtemps qu'il y avait des morts dues à l'amiante et que on les évaluait d'ailleurs, on les a évalués à environ 35 000 morts à l'époque. Et pas dire une prospective, une projection, tout simplement. La projection, c'était qu'il y en aurait 100 000, 20, 25 ans ou 30 ans après. C'est d'ailleurs le titre d'un livre de François Mali, qui était une autre personnalité que j'avais rencontrée et qui m'avait alerté, qui avait titré son livre sur 100 000 morts à venir, hein. Amiante, 100 000 morts à venir. Donc, il y a eu un lobby industriel qui est monté d'ailleurs jusque dans les rouages de l'État, puisque le CPA, le Comité permanent amiante, était là pour vérifier vérifier en fait les conséquences de l'utilisation et les possibilités de substitution à l'amiante. CPA,
il s'est même trouvé qu'il y avait un représentant du ministère du Travail qui participait lui-même à ce comité permanent, qui était un véritable lobby industriel. Nous l'avons parfaitement identifié et démontré. Ensuite, comprendre, c'était aussi de voir pourquoi et comment l'État s'était rendu finalement complice. Je vous ai cité la participation d'un représentant de l'État, le ministre que nous avons auditionné, Martine Aubry, Jacques Barrot, nous ont dit il nous paraissait opportun de savoir et de comprendre si ce matériau qui était formidable, comment il pouvait être utilisé, dans quelles conditions, à quel seuil de toxicité était-il possible de l'utiliser. Vous voyez les parallèles avec d'autres, avec les pesticides. Un seuil. Au départ, on a pensé qu'on pouvait réduire à quelques milligrammes, à quelques fibres, pour finalement considérer que même avec une seule fibre, l'amiante pouvait provoquer un cancer mortel, le mésothéliome. Donc ça, on l'a bien identifié. Et complicité de l'État, l'État a été condamné. D'ailleurs, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a été très clair à ce sujet. Et nous avons constaté aussi qu'il y avait une certaine indifférence de la part des syndicats, des professionnels, parce que finalement, l'emploi était en cause et l'emportait, et souvent, malheureusement, l'emporte par rapport à toute considération sur la santé. C'est un autre sujet de préoccupation de notre commission au Sénat, la santé au travail, par rapport effectivement à l'emploi, qui est souvent effectivement la conséquence, qui a pour conséquence de réduire l'emploi parfois, à tort, si on y regarde effectivement de façon beaucoup plus profonde. Donc voilà, pour planter le décor dans lequel nous avons travaillé et nous avons exploré. On a fait je ne sais combien, 9 mois de travail, je ne sais combien d'auditions, 90 je crois. Nous sommes allés nous sommes allés à Dunkerque pour rencontrer les dockers notamment, et puis Pierre Plutard et Landeva. Nous sommes allés en Corse pour voir la dernière mine d'amiante française, et puis à Jussieu aussi, puisque c'était un autre sujet que nous explorions aussi, c'était la façon dont on pouvait désamianter, puisque le sujet était là, engagé avec l'université de Jussieu, et nous avions des contacts avec Pierre Parigot à l'époque. Alors, quelles ont été les conclusions évidemment, je ne vais pas vous relire tout ça, il y a 28 propositions qui ont été faites concernant la façon de réparer et prévenir aussi, notamment pour le désamiantage, puisqu'il s'agit maintenant d'une autre phase. Après la construction, il faut déconstruire. Et vous avez, vous le savez, deux types d'utilisation de l'amiante, en flocage, c'est-à-dire en poudre, et puis en sec, en tôle ou en tube pour les canalisations. Ça n'a pas tout à fait la même nocivité. Intrinsèquement, bien sûr, si, parce que dès que c'est une fibre, elle est dangereuse, et il suffit de casser une tôle pour que ça devienne de la fibre. Mais ce qui est le plus dangereux, évidemment, c'est simplement quand on perce un flocage. Et là, vous avez donc tout l'enjeu du désamiantage. Donc, on a véritablement pris un certain nombre de dispositions, fait des propositions, pour protéger les travailleurs qui étaient multiples dans le second œuvre, notamment du bâtiment, chargés de désamianter, les protéger. Et c'est un sujet toujours d'actualité. Je lisais hier
un article dans un journal, je crois que c'était le Parisien, sur justement le désamiantage, la façon dont il était conduit, voire mal conduit, par des entreprises sur différents chantiers, où on voit la triche aussi, c'est-à-dire des gens qui désamiantent, qui cachent l'amiante dans d'autres déchets pour ne pas avoir effectivement à les transporter, à les déclarer pour les enfouir. Je dois dire, en tant que maire, j'avais constaté, j'étais très alerté bien sûr, j'avais constaté que dans le démontage d'une école en préfabriqué, on n'avait pris aucune précaution, enfin, j'ai mis le holà immédiatement, comme quoi c'était à l'époque, disons, des gestes qui n'étaient pas encore parfaitement intégrés. Aujourd'hui, il y a une réglementation. Et je crois que notre rapport y a été pour beaucoup. On avait alerté le ministre du Travail de l'époque, Gérard Larcher, justement, qui était très sensible à cette question, car son père avait lui-même travaillé dans une usine de textile avec l'amiante. Et je crois que c'était Xavier Bertrand qui était ministre aussi des Affaires sociales et qui nous a suivis aussi dans nos recommandations pour l'essentiel. D'ailleurs, un comité de suivi que nous avons souhaité s'est mis en place 10 ans après. C'est Aline Archambault qui l'avait présidé et conduit donc ces travaux, qui concluaient que 17 des 28 mesures préconisées en 2005 avaient été mises en œuvre, mais qu'il restait 7 propositions à parfaire concernant l'indemnisation des victimes. Et je dois dire que nous y veillons chaque année au Sénat lors de la discussion du PLFSS, et 3 propositions qui étaient relatives à la constitution des bases de données sur les personnes qui pouvaient être infectées, qui étaient touchées par l'amiante. Et on le sait, le temps de latence avant que la maladie puisse se déclarer, que ce soit une asbestose, mais surtout un mésothélium, peut être très long. Et je l'ai vécu personnellement parce que j'ai 2 proches de ma famille, de très proches, même qui en sont décédés du mésothélium. Donc, ils ont été en contact professionnellement, parce que je crois que c'est essentiellement les professionnels qui sont touchés par ce cancer. Donc voilà, je crois que l'amiante, c'est toujours d'actualité. Il y a un parallèle évident que nous ne manquons pas de faire avec les pesticides, même si le pesticide, la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs pesticides, plusieurs types déjà, et une multitude de produits, en quelque sorte, et qui n'est pas encore totalement avéré. Je lisais un rapport de Santé publique France, pas encore établi de façon directe des liens entre la nocivité qu'on connaît. Personne ne peut, d'ailleurs on en a tous plus ou moins fait l'expérience quand on mettait des pesticides dans son jardin. On ne respirait pas des trucs formidables, on en avait parfois même des conséquences. Ça m'est arrivé d'avoir effectivement, ou quand on injectait un fruit qui avait été mal lavé, c'est quand on mange un fruit mal lavé, on peut avoir effectivement des conséquences désastreuses. Je dis, ça ne conduit pas, comme l'amiante, à des décès, en tous les cas, en nombre. Et c'est ça qui peut paraître un peu morbide comme comparaison, mais véritablement avéré pour pouvoir alerter l'opinion. Il ne suffit pas d'alerter, je dirais, les pouvoirs publics. Monsieur le sénateur, vous avez bientôt écoulé votre temps. Eh bien, je termine alors. Je termine. Je dis simplement, c'est un vrai sujet et c'est, je pense, une recommandation qu'on pourrait faire. C'est qu'il y a un travail de fond encore à faire et à opérer pour la reconnaissance de la nocivité dans l'opinion publique de ces pesticides, la nocivité extrême, c'est-à-dire qui conduit effectivement
au décès. Dernière recommandation, je conclue. Vraiment, je pense qu'il serait peut-être utile qu'on fasse une deuxième mission de suivi sur l'amiante ici au Sénat. Je me propose de la demander à la Commission des affaires sociales. Ça fera 30 ans que l'amiante est interdit. Ça fait 10 ans que la précédente commission s'est prononcée. Et je pense que ce ne serait pas inutile de voir véritablement comment aujourd'hui on continue à négliger toutes les protections et les consignes de prévention que nous avions proposées et recommandées. Voilà, merci beaucoup. Donc, la parole est à François Lafin, qui est avocat, docteur en droit, et qui va nous éclairer sur la manière dont le droit, justement, peut aider les victimes, que ce soit au civil ou au pénal. Plutôt pas victorieusement au pénal, mais il va vous en dire plus. Oui, bonjour à tous. Donc, quelques mots sur les outils judiciaires au service de la prévention, finalement, sous l'angle de l'amiante. Mais à travers mon propos, vous allez constater que ce que je raconte pour l'amiante est duplicable en partie pour les pesticides. Alors, parmi les outils qu'on a privilégiés au début, parce qu'on était saisi par des victimes de l'amiante, c'est-à-dire des malades de l'amiante, eh bien, on a engagé des procédures en reconnaissance de maladies professionnelles et reconnaissance de faute inexcusable des employeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que cette faute inexcusable repose, en termes d'indemnisation, sur une loi qui a évolué et qui, en 1976, visait la prévention sur le lieu de travail, la prévention en matière d'exposition des travailleurs à des produits nocifs. Et c'est ça qui a généré une possibilité d'obtenir des indemnisations complémentaires en cas de faute inexcusable des employeurs. Et donc, c'est un outil de prévention. C'est en tout cas comme ça que l'a vu le législateur au moment où il a permis aux victimes, dans le cas d'une faute commise par l'employeur, d'être indemnisées de la plupart des préjudices, des souffrances physiques, souffrances morales, etc. Donc, c'est un outil de prévention. Donc, on l'a envisagé comme ça, sauf que, comme il a été rappelé à plusieurs reprises aujourd'hui, eh bien, il y a une déliaison temporelle entre le moment où vous êtes exposé à l'amiante et le moment où vous contractez la maladie, compte tenu des délais de latence. Donc, en fait, en termes de prévention, c'est quand même un outil. Oui, certes, parce qu'il fait peser sur l'employeur fautif eh bien, une sanction économique, un coût économique qui peut être dissuasif en termes de prévention, mais c'est souvent trop tard parce qu'il s'est écoulé trop de temps entre l'exposition et la maladie survenue. Alors, il y a d'autres outils judiciaires pour les victimes qui participent de cette prévention, ces actions contre les fabricants de produits d'amiante à l'époque pour des personnes qui n'étaient pas exposées professionnellement notamment. Et puis également, on fait le parallèle avec les pesticides, avec l'action qu'on avait engagée contre Monsanto, qui était également une action qui peut permettre une prévention des risques d'exposition à ces produits toxiques. Autre outil judiciaire, et vous allez voir que c'est une énumération de tout un tas d'outils judiciaires que je vais faire maintenant, mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas se limiter à une action plutôt qu'une autre, mais il faut envisager tout type d'action qui pourrait permettre d'atteindre une meilleure prévention. Il y a un autre outil, c'est l'action contre l'État. Lorsque l'État légifère trop tard, par exemple, comme c'était le cas pour l'amiante, eh bien, nous avons engagé des actions contre l'État qui ont abouti à des décisions favorables. C'est ce qu'on appelle l'État régulateur, en ce qu'il n'a pas pris de réglementation interdisant l'amiante suffisamment rapidement, et ce qui aurait pu éviter tout un tas de malades. Et donc, ces actions-là aussi sont potentiellement duplicables. Et puis, autre outil, c'est l'action pénale, avec les actions qu'on connaît pour l'homicide involontaire ou autre. Mais là, on retrouve le problème de l'écart entre l'exposition et la survenance de la maladie. Et puis, par ailleurs, on a un autre problème, qui est un problème de politique en France, qui repose sur le fait que les procureurs de la République ne sont pas indépendants, comme c'est le cas en Italie, et donc n'ont pas pris en charge ce problème de l'amiante au niveau pénal dès l'origine. Il a fallu attendre 2005 pour que nous soyons plusieurs centaines dans les rues de Cherbourg ou ailleurs, pour qu'un procureur enfin se saisisse d'une affaire d'amiante au niveau pénal et ouvre une information judiciaire. Donc, ça a été, sur cette question pénale, quand même un relatif échec, ou un échec pour le moment important. Mais il y a une autre voie d'action qui nous a permis quand même de se saisir de cette question de la prévention. C'est qu'on
on a rapproché les actions judiciaires de l'exposition. D'une part, en matière pénale, en déposant des recours pour mise en danger d'autrui. Donc c'est ce qui a été fait contre Alstom dans le Nord, avec succès, avec des condamnations de l'entreprise. C'est-à-dire que là, on avait une exposition en 2000-2001, parce qu'il y avait encore de l'amiante dans l'entreprise, et une action immédiate pour mise en danger d'autrui. Donc là, on rapproche le temps de l'exposition de le temps de l'action, et donc ça permet, en termes d'outils de prévention, bien une forte sanction déjà pour l'entreprise fautive, et donc une avancée en termes de prévention. On l'a fait également en matière civile, à travers les actions pour préjudice d'anxiété devant les juridictions prud'homales, que vous connaissez pour certains d'entre vous, certainement. En matière de préjudice d'anxiété, la Cour de cassation est revenue à plusieurs reprises pour confirmer la possibilité de demander la réparation liée à la survenance possible d'une maladie. C'est-à-dire que là, on agissait pour des personnes qui n'étaient pas encore malades, du simple fait de leur exposition à un produit toxique. L'amiante, puis, ça a été étendu à d'autres produits toxiques très récemment, donc on a la possibilité d'envisager ce type d'action. Et puis je terminerai mon propos avec quelques autres actions qui ont pu être menées et qui sont, à mon avis, importantes, qu'il ne faut pas négliger en termes de prévention. Je vais les évoquer sous forme d'une petite liste de quatre types d'actions. Tout d'abord, une action qui visait à empêcher que les jeunes, les mineurs, ne soient exposés à l'amiante, puisqu'ils étaient autorisés par un décret à intervenir sur des chantiers de désamiantage. Et donc, il y a une forte mobilisation des associations. On a fait des recours devant le Conseil d'État et on a gagné. Et là, c'est intéressant parce que le Conseil d'État a considéré que la santé publique prévalait sur le principe de formation professionnelle des jeunes. Donc ça, c'était une décision importante. En termes de prévention, c'est important parce qu'on empêche l'exposition, tout simplement. Donc c'est vraiment un outil qui est utile. Et puis également les expertises CHSCT qui nous ont permis de pointer la présence d'amiante sur certains sites, le CHU de Toulouse pour le dernier en date, qui a permis de faire une cartographie du risque et une protection de tous les intervenants à l'occasion des travaux de retrait de matériaux contenant de l'amiante notamment. Nous sommes également intervenus sur des questions de dépollution de sites qui étaient contaminés par de l'amiante. Le CMMP, cette entreprise en banlieue parisienne, qui a donné lieu à tout un tas de littérature, parce que d'une part, vous aviez des enfants scolarisés dans une école à proximité qui tombaient malades à l'âge de 30 ans ou 40 ans, du fait de leur exposition passée à l'amiante. Et puis, vous avez toute la problématique de la dépollution du site, puisqu'il y avait encore des risques d'exposition dans les années 2000. Et c'est par l'intervention des associations, d'un collectif d'associations, qu'on a pu inverser un rapport de force qui était défavorable et qu'on a pu imposer une dépollution qui soit respectueuse de la santé des travailleurs et des riverains sur place. Et je termine avec deux autres points sur lesquels je voudrais insister aussi en termes de prévention et en termes de protection et d'arrêt de l'exposition à des produits toxiques. Il y a deux outils dans le Code du travail. Un, le droit de retrait. Ça vaut pour quelques salariés que ce soit qui est exposé à un produit dangereux. Ils peuvent exercer son droit de retrait. C'est très important. Il faut absolument protéger ce droit de retrait. Il faut être très attentif à cette possibilité-là qu'ont les salariés. Et puis, deuxième point, c'est le devoir d'alerte. Je ne parle pas de droit d'alerte, je parle de devoir d'alerte. Quiconque, quelque salarié que ce soit qui est dans une entreprise, doit signaler, doit lancer l'alerte s'il constate un problème dans l'entreprise. Et vous avez peut-être entendu parler ces dernières années de salariés d'une entreprise qui fabriquaient des masques de protection à l'occasion de travaux sur l'amiante, et ces masques n'étaient pas protecteurs. Voilà. Eh bien, s'il n'y avait pas eu l'intervention de ces salariés, eh bien, rien ne se serait passé. Et c'est très important parce que ensuite, ce devoir d'alerte, il faut l'accompagner d'une protection de ces personnes qui lancent l'alerte. Et c'est bien la réglementation qui a évolué dans un sens plus protecteur. Et on est très attentif
pour ce qui nous concerne, à accompagner ces personnes, ce que nous avons fait notamment dans ce dossier-là pour l'un d'entre eux. Voilà, vous voyez, c'est toute une ribambelle finalement d'outils judiciaires, il n'y en a pas qu'un. Ça suppose quoi, pour terminer? Ça suppose quoi, ces outils judiciaires? Ça suppose une forte mobilisation, et c'est ce qui a été fait pour l'amiante. Et pourquoi on a obtenu toutes ces avancées pendant 20 ans, 25 ans en matière d'amiante? C'est parce qu'il y a eu une forte mobilisation et les victimes se sont regroupées au sein d'associations qui ont été créées soit par des syndicalistes, soit par des mutualistes. Hein, ne nous le cachons pas, les premières associations qui ont été créées en matière d'amiante, c'était, outre la FNAT qui est intervenue dès le début, mais c'était des syndicalistes et des mutualistes qui les ont créés. Et puis, également, pour inverser les rapports de force auxquels nous sommes confrontés, et ça vaut pour les pesticides, eh bien, c'est être accompagné d'acteurs de sachants, c'est-à-dire des toxicologues, des médecins qui sont engagés aux côtés des victimes. Il y en a plusieurs ici dans la salle aujourd'hui. Et donc ça, vous voyez que le cocktail, pour pouvoir obtenir des avancées, eh bien, c'est à la fois cette mobilisation, un travail juridique, judiciaire sérieux, et des sachants qui accompagnent les victimes. Et puis, l'outil indispensable aussi, c'est les sénateurs, les députés qui nous accompagnent depuis toutes ces années pour faire avancer le droit. Et là, je vais lancer un petit peu la balle à Madame la Présidente de la FNAT à côté de moi, parce que si nous n'étions pas tous intervenus avec quelques aussi représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la création du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, même s'il est très imparfait, rien ne se serait passé là non plus. Voilà, merci. Donc, je passe le micro à Madame Nadine Herrero, qui est présidente de la FNAT depuis 2015. Donc, FNAT, Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. Et donc, Madame Herrero, vous vouliez revenir sur le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en expliquant que c'était une victoire des associations et aussi mentionner les différences importantes qu'il y a avec le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Donc, je compte sur vous pour respecter votre temps et pas faire comme vos prédécesseurs. Merci. Je vais être très rapide alors. Merci. Alors, une victoire, certes, bien sûr, une victoire pour le FIVA, hein, puisque c'est d'abord la reconnaissance des victimes, c'est la reconnaissance de la nocivité donc, et de l'impact sur la santé. C'est une indemnisation quasi intégrale, y compris pour les victimes environnementales. Et sur ce point, on est très loin du fonds pesticides, qui n'a, pour nous, ça n'engage que moi, hein, ce que je vais dire, mais pour nous, il n'a de fond que le nom. Voilà. Donc, une victoire, car ce qui a été obtenu pour l'amiante n'existe à ce jour pour aucune maladie professionnelle. Ça n'existe pas, bien sûr, bon, pour le fonds pesticides, même s'il y a un élargissement, notamment pour les enfants des exploitants, enfin des personnes exposées aux pesticides, mais ça existe pour les enfants des personnes exposées, mais ça n'existe pas pour les enfants des voisins. Donc on est très loin de cette indemnisation et on voit, comme l'a dit Maître Laforgue à côté de moi, l'impact de la médiatisation, l'impact et la force de travailler ensemble, associations, syndicats, parlementaires, c'est toute la force, et les mutuelles bien sûr, hein, de travailler ensemble qui a pu porter et arriver à ce qui a pu être obtenu pour l'amiante. Voilà. Après, je le disais, une indemnisation quasi intégrale, mais même si on indemnise et même si on indemnise intégralement, ça ne remplacera jamais des vies et ça ne compensera jamais les souffrances. Donc, c'est l'information, c'est la prévention, ce sont de véritables mesures d'interdiction, voire de remplacement de produits nocifs qui doivent être mis en place avec une véritable volonté des pouvoirs publics. Donc, autant de demandes, bien sûr, qui doivent être portées ensemble, en commun,
par tous les corps qui sont représentés ici. Aujourd'hui, avec cette journée, cette table ronde, donc amiante et pesticides, sachant qu'il y a d'autres produits toxiques qui arriveront et qui sont aujourd'hui reconnus déjà. Voilà, j'étais très courte. Hein. Donc c'est au tour de Hélène Boulot, qui est directrice de l'ANDEVA, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, et qui souhaitait aussi revenir sur l'importance du FIVA et le bénéfice pour les mutuelles à ce que les maladies professionnelles soient reconnues comme telles et donc indemnisées par la branche accident du travail maladies professionnelles et pas par la sécurité sociale. Oui, je voulais effectivement par rapport à ça compléter et souligner l'importance d'ailleurs ça a été dit par Annie Thébomoni, rappeler ce que Henri Pézra disait, on ne connaît bien que ce qu'on reconnaît. Et faire le lien entre la réparation et la prévention. Et effectivement, chaque maladie due au travail est reconnue comme telle, est imputée à la branche accident du travail, maladie professionnelle. Donc, pas seulement l'indemnisation, mais y compris les soins, sont supportés par la branche accident du travail, maladie professionnelle, donc les employeurs. Et à l'heure où notre système de santé est attaqué et faibli, je pense que c'est très important de le rappeler. Et Madame Herrero a parlé effectivement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Et il y a un mécanisme, là aussi, quand même, de financement de ce fonds via la branche accident du travail, maladie professionnelle, à hauteur de quasiment 75% et 15% par ce qu'on appelle les actions récursoires. Donc là aussi, il y a quand même un système de financement qui est important. Voilà. Ensuite, je voulais intervenir sur un autre aspect. Effectivement, l'amiante, c'est pas fini. Près de 30 ans après son interdiction, on a encore des malades et des morts qui franchissent chaque jour le seuil de nos associations. L'amiante est présente dans notre quotidien de vie et au travail. Et je voulais aussi vous montrer, vous expliquer comment cette affaire de l'amiante n'a aucunement servi de leçon. L'amiante est présente dans nos écoles. Cyril va nous en parler tout à l'heure. Il en parlera bien mieux que moi parce qu'il connaît bien mieux le problème que moi. On avait travaillé ensemble il y a quelques années. Il prendra la parole tout à l'heure depuis la salle. Il y en a encore plein les bâtiments, il y en a encore plein nos écoles, plein nos hôpitaux. Il y en a encore des toitures de fibrociment partout dans nos campagnes. Dans le milieu de travail, simplement. Une étude de la DARES qui date de juin 2023 montre que 2,7 millions de salariés sont exposés au CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Si on prend les poussières cancérogènes, la première cause est la silice cristalline. La seconde cause qui vient tout de suite derrière, aujourd'hui, reste l'amiante. Le premier secteur concerné est celui du bâtiment. Encore aujourd'hui, on a des gens qui sont exposés à l'amiante et qui vont tomber malades et mourir dans 20 ou 40 ans. La même étude dit qu'il existe des défaillances dans les protections individuelles et collectives. Virginie en a parlé tout à l'heure, effectivement. Même quand les travailleurs pensent être protégés, ils ne le sont pas. Les choses perdurent. On a une législation qui existe. Et pourtant, elle n'est pas appliquée ou mal appliquée. Pourquoi ? Il y a un manque de contrôle par l'inspection du travail qui manque de moyens. Et même en cas de contrôle, la sanction n'est pas du tout à la hauteur. Elle est même parfois inexistante. Je vais prendre un exemple en vous parlant de ce qui existe en matière de législation spécifique pour les risques chimiques, CMR, cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, qui permettent à l'inspection du travail de faire des arrêts temporaires d'activité lorsqu'il y a un risque avéré lié à un agent chimique ou cancérogène, mutagène, reprotoxique. C'est une législation jugée chronophage et complexe par les inspecteurs du travail avec qui j'ai pu discuter. Et bien même lorsqu'elle est appliquée par un inspecteur du travail, elle ne fonctionne pas ou mal. Un seul exemple, ce qui s'est passé récemment à Fos-sur-Mer avec ArcelorMittal.
il y a quelques mois. L'inspection du travail, sur place, a procédé à un arrêt temporaire de l'activité. Dans son rapport, elle écrivait notamment que les salariés étaient exposés à des risques, étaient exposés à des produits cancérogènes présents dans l'atmosphère de travail dans des concentrations particulièrement importantes. L'employeur a fait appel en référé et a demandé la suspension de cet arrêt temporaire d'activité. Le tribunal administratif lui a donné raison et a annulé l'arrêt temporaire d'activité avec pour motivation une atteinte à la liberté du commerce et d'industrie. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Un meilleur renfort, un meilleur contrôle, des moyens renforcés pour l'inspection du travail, avec des sanctions à la hauteur, un retour des CHSCT. François Laforgue l'a rappelé, si nous avons pu obtenir les milliers de fautes inexcusables et prouver la responsabilité des employeurs pollueurs, c'est parce que nous avons pu obtenir des rapports de CHSCT qui nous montraient la traçabilité collective et individuelle des risques dans les établissements qui utilisaient de l'amiante. Un contrôle citoyen avec la publication des DTA. Qu'est-ce que c'est que le DTA? C'est le diagnostic technique amiante. C'est une obligation qui existe depuis 1997. Obligation pour tout propriétaire d'immeuble bâti, avec une mise à jour obligatoire. Ça fait depuis près de 30 ans aujourd'hui qu'on demande que ces DTA soient rendus publics, avec une fiche récapitulative. C'est en faisant absolument ce lien et avec un contrôle citoyen qu'on arrivera à avancer aussi sur cette question-là. Et un mot quand même aussi sur le procès pénal de l'amiante, avec une nécessaire réforme du code pénal. François m'a glissé, j'ai oublié de parler du crime industriel. Oui, je pense qu'effectivement, en matière d'amiante et en matière de pesticides, on peut parler de crime industriel. Au niveau de l'Andeva, nous demandons une commission d'enquête parlementaire sur les raisons de ce naufrage de l'institution judiciaire. Les familles de 100 000 morts de l'amiante doivent comprendre pourquoi cette affaire n'a pas été pénalement jugée. J'aimerais aussi terminer mon intervention par une situation dont on a eu connaissance pour montrer la réalité de ce que c'est aussi aujourd'hui d'être atteint d'un mésothéliome. Je vais l'appeler Victor. Victor a travaillé pendant 40 ans chez Ferrodo Valeo, dans ce qu'on appelle la vallée de la mort, près de Condé-sur-Noireau en Normandie. Il avait été reconnu pour des plaques pleurales, une des maladies spécifiques de l'amiante. Au mois d'août 2022, il déclenche un mésothéliome. Il déclare son mésothéliome à la caisse primaire d'assurance maladie le 29 décembre 2022. Plusieurs mois après, toujours pas de nouvelles de la caisse. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises, sans réponse. La caisse primaire a fini par reconnaître son mésothéliome le 29 novembre 2023. Victor n'a jamais été au courant de cette reconnaissance. Il est décédé le 21 novembre 2023. Donc voilà aussi aujourd'hui ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des gens qui font des déclarations et dans les caisses primaires, il n'y a pas de moyens pour traiter correctement les demandes. Merci. Donc on a une intervention depuis la salle, toujours à propos de la question de l'exposition actuelle à l'amiante dans le monde scolaire. Donc c'est Cyril Verlingue qui est membre de la FSU et cofondateur du collectif Urgence Amiante École qui va prendre la parole pour faire une synthèse sur les principales revendications de ce collectif. Merci beaucoup. Donc ça fera le lien avec l'intervention d'Hélène et des personnes sur... tout de suite. Donc, en deux mots, la FSU, c'est une fédération qui regroupe des agents de la fonction publique, 160 000 agents. C'est la première fédération de l'enseignement.
Sur la question de l'amiante, on a particulièrement été saisi depuis de nombreuses années sur des enjeux justement de risques dans les établissements scolaires, remarqués par nos collègues et aussi à travers les rapports de CHSCT. On travaille bien sûr aussi sur la question des pesticides et des polluants, mais je vais m'arrêter plus précisément aujourd'hui sur la question de l'amiante. Pour vous parler de l'actualité du risque, en fait, parce que, comme l'a dit le sénateur, il y a une réglementation qui a été mise en place au cours des dernières années. Néanmoins, cette réglementation est peu ou mal respectée, et par ailleurs, il reste plusieurs millions de tonnes de matériaux amiantés dans nos bâtiments, et notamment dans nos bâtiments scolaires. On a quelques rapports, mais qui sont assez lacunaires sur l'état, finalement, de la contamination des bâtiments, et en gros, sur 85% des bâtiments qui ont été construits avant 1997, on a 80% des lycées, 70% des collèges et 40% des écoles qui contiennent encore des matériaux amiantés. Donc en majorité, les établissements scolaires contiennent encore des matériaux. Et aujourd'hui, ce sont des établissements qui ont été construits il y a 30, 40, 50 parfois années et qui arrivent en état de vétusté parfois avancé. On estime la vétusté des établissements scolaires à 10 à 20% des établissements scolaires au niveau national. Du coup, l'ensemble de ces facteurs fait qu'on se retrouve avec des risques d'exposition de plus en plus importants. Il y avait un rapport des inspecteurs sécurité santé du travail de l'éducation nationale qui montrait que sur les écoles visitées, 22% des écoles montraient des matériaux amiantés dégradés qui demandaient des actions correctives de niveau 1 ou niveau 2 pour les matériaux de type B. Et ces actions correctives n'avaient pas été menées. Moi, en tant que représentant syndical, ça m'arrive fréquemment d'aller dans des établissements où il y a des matériaux amiantés dégradés qu'on fait fermer une fois qu'on arrive sur place, mais avant qu'on passe, il ne s'était rien passé et personne n'était véritablement au courant du risque auquel ils étaient exposés. Il y a eu aussi une enquête de l'émission d'investigation scientifique Vert de Rage récente qui a montré, en faisant des repérages surfaciques, en passant des lingettes finalement sur les tables d'élèves ou les poussières dans les salles de classe, que 14 écoles, sur 14 écoles prélevées, 13 lingettes étaient revenues positives. Donc on a quelques données comme ça qui montrent quand même des risques d'exposition assez graves à notre avis. Par ailleurs, d'un point de vue scientifique, parce qu'en effet, il faut bien que les savants aussi nous soutiennent, on a vu qu'en juin 2019, Santé publique France a sorti un rapport sur l'état du mésothéliome pleural. Et dans ce rapport, il y avait un premier encart finalement sur les enseignants et les enseignantes de l'éducation nationale, les expositions professionnelles. Et selon Santé publique France, chaque année, entre 20 et 60 personnels de l'éducation nationale, j'ai parlé des enseignants, des enseignantes, mais aussi des agents de maintenance d'entretien, bien évidemment, qui sont les premiers exposés. Donc entre 20 et 60 personnels de l'éducation nationale déclarent un mésothéliome en maladie professionnelle chaque année. Donc on est sur une pointe de l'iceberg, d'autant plus qu'il y a plusieurs maladies liées à l'amiante. Pour terminer, donc, on a un problème d'information et de formation sur les revendications que l'on porte avec d'autres syndicats également, de formation, d'information des agents et des personnels, parce que de nombreux agents et même chefs de service sont peu au fait des risques liés à l'amiante. On a un problème de recensement, d'accompagnement et de suivi médical des victimes. En tant que syndicat, on accompagne aussi les victimes pour faire les expositions, pour faire reconnaître des expositions professionnelles. Syndicalement, nous, on a remonté au moins une trentaine de dossiers de victimes, entre 20 et 30 dossiers sur les dernières années qu'on a accompagnés. Donc des vraies personnes avec des familles, parfois des ayants droit. Parfois, on parle avec les maris ou les femmes ou les enfants quand les personnes sont disparues. Donc on demande qu'il y ait des fiches qui soient fournies aux personnes exposées, ce qui est encore rarement le cas. Parce qu'il y a un manque de traçabilité très fort, ce qui est difficile après pour faire reconnaître les expositions professionnelles. On a une difficulté d'accéder au DTA, on en parlait tout de suite, donc au dossier technique amiante. On demande qu'il y ait une base de données nationale des DTA qui soit mise en place, donc en accord avec l'Andeva, avec qui on continue et on a beaucoup travaillé au cours des dernières années, bien évidemment. Cette base de données nationale, elle doit être mise en place et être consultable par les organisations et par le grand public. Il faut savoir que
En 2019, l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, des établissements scolaires a été supprimé par le ministre Blanquer. Cet observatoire permettait d'avoir quand même une vision assez, même si elle n'était pas exhaustive et précise de chaque établissement, mais une vision globale des enjeux de sécurité, notamment des enjeux d'amiante, mais aussi des enjeux sanitaires, environnementaux. Aujourd'hui, on parle canicule, etc. Ça permettait d'avoir un vrai regard sur les établissements scolaires. On demande bien sûr son rétablissement avec des vrais moyens et des effectifs suffisants. Et bien évidemment, il faudrait, à travers cela, lancer un plan de réhabilitation des établissements scolaires avec les enjeux environnementaux aujourd'hui et ne pas occulter non plus les problématiques sanitaires avec uniquement les enjeux environnementaux. Bien sûr, il faut rénover thermiquement les établissements scolaires, mais ça n'a aucun sens d'oublier les enjeux liés à l'amiante, au plomb, etc. dans l'établissement scolaire. Quand on se met à rénover énergétiquement un établissement, on retombe forcément sur de l'amiante. Et ça, on s'en rend compte. Et du coup, il y a des financements qui doivent être mis en place. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Il y a des problèmes de métrologie aussi, mais je ne vais pas rentrer dans la technique. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. On va passer la parole à la salle. On va faire comme ce matin, prendre des interventions courtes et faire des réponses collectives par les intervenants et intervenantes. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, c'est une question, je ne sais pas qui peut y répondre. Bernard Tepper, Alternative Mutualiste. J'ai fait partie en fait de l'équipe de désamiantage du campus de Jussieu. Et je me pose la question, pourquoi la plus grande opération de désamiantage du ministère de l'Éducation nationale a eu lieu à Jussieu et pourquoi il n'y a pas eu de suite sur l'ensemble, je dirais, des établissements scolaires dépendants du ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'est une question. Je ne sais pas comment répondre à cela. Et je trouve dommageable que l'expérience qui a été faite dans le désamiantage du campus de Jussieu n'ait pas été utilisée pour le désamiantage de l'ensemble des établissements scolaires dépendants du même ministère. C'est une question. Moi, j'avais une question très simple à mon voisin. Il a beaucoup parlé des personnels dans son intervention. Quid des enfants? Est-ce qu'il y a une dernière question ou intervention avant qu'on passe aux réponses? Oui. Eh bien, ma question, ça serait de savoir quand est-ce qu'on va revoir la réapparition des fiches d'exposition et des attestations d'exposition pour les agents chimiques dangereux. Voilà. Alors, on va d'abord répondre et prendre d'autres questions après. Donc, il y avait l'expérience de Jussieu pour le désamiantage, l'exposition des enfants et les fiches d'exposition. Peut-être Cyril Verlingue d'abord et puis après... Rapidement du coup, mais sur les enfants, volontairement, ça n'a pas été abordé parce que c'est l'angle mort total des politiques de prévention. Et le mot est fort, j'en suis désolé, mais il n'y a aucune espèce de politique de prévention sur le risque particulier, spécifique, qui est couru pour les enfants. Et on n'a aucune donnée, aucune information, aucune étude, à ma connaissance, encore une fois, je n'ai pas une connaissance exhaustive, mais aucune donnée sur ce sujet, pourtant extrêmement sensible, et qui est peut-être en partie lié, alors je fais le lien avec l'autre question, avec le problème, voire le tabou qui existe sur la question, qui empêche d'avancer, qui empêche de mener des mesures, de mettre en place des mesures. On rencontre beaucoup de difficultés auprès des collectivités, de certaines collectivités territoriales, pour faire avancer le sujet. Certaines sont exemplaires, je ne vais pas faire de généralité, mais on rencontre des difficultés pour faire avancer le sujet parce que c'est un sujet très sensible, bien évidemment, et on en est conscient. Du coup, sur cette question, voilà, il y a un vrai sujet de... Alors que nous,
on constate sur le terrain, parce que je vous parle ici au nom de la FSU nationale, mais je suis aussi sur le terrain, des situations de mise en danger des enfants. On sait très bien que dans l'établissement scolaire du premier et du second degré, les enfants sont souvent au sol. Il suffit d'aller dans un collège pour voir que les enfants sont souvent assis par terre, qu'il y a des poussières, etc., et des matériaux dégradés. Il faut savoir que les fibres retombent aussi assez rapidement au sol. Donc des situations de risque pour des enfants, pour des élèves, on en voit souvent. Voilà, c'est la seule réponse que j'ai à vous apporter, mais il faut poser les questions au gouvernement. À propos de l'expérience de Jussieu et peut-être du retour des fiches d'exposition, peut-être... Un mot sur Jussieu. Jussieu, c'est une réhabilitation. Donc, c'est un traitement particulier. On est sur place, on réhabilite. Il y a eu un choix qui a été fait, d'ailleurs. On s'est posé la question de savoir si on détruisait, on reconstruisait. Et puis, finalement, il a été décidé de, je pense à juste titre, pour des différentes raisons qu'on peut imaginer, notamment de particularités du site, etc. Et je crois, une demande des monuments historiques. Mais les cas les plus fréquents, et que moi j'ai connus en tant que maire, c'est quand on déconstruit complètement un bâtiment. Et là, les règles elles sont très claires. Il faut faire intervenir des spécialistes qui doivent être protégés, c'est un scaphandre, etc. Et il ne devrait pas y avoir effectivement de difficultés si les entreprises que l'on choisit sont des entreprises agréées. C'était tout un problème, ça d'ailleurs, quand on a vu ça avec le comité de suivi sur l'agrément de ces entreprises. Parce que c'est comme pour tout au départ, évidemment, personne n'est spécialiste, mais tout le monde se prétend spécialiste. Donc il faut effectivement vérifier, contrôler et vraiment apporter la preuve qu'on est en capacité de... Mais comme je le disais tout à l'heure dans mon propos introductif, il y a beaucoup de manquements, on le sait, et ça me paraît justifier justement un nouveau comité de suivi pour, je dirais, un peu évaluer les défauts de la réglementation qui existe. Je peux vous dire qu'on y a travaillé avec les ministères concernés, sitôt après la remise de notre rapport et 10 ans après avec le comité de suivi. Mais vous voyez que c'est encore insuffisant. Par rapport à Jussieu, pour compléter, je pense que quand même on avait, et il existe toujours, le comité anti-amiante de Jussieu très actif sur cette question. Et c'est pas pour rien que Jussieu a été désamianté et ils y sont quand même pour beaucoup. Et je pense que de toute façon, cette question devrait être prise en charge à l'échelle nationale. La question du désamiantage devrait être une question nationale et pas en fonction de si c'est l'école, la commune, la communauté d'agglo, la région, etc. C'est un problème de santé publique nationale et l'État doit s'en emparer nationalement. Concernant la question posée sur le retour des attestations d'exposition, on aimerait bien qu'elles reviennent, mais déjà quand elles existaient, c'était compliqué de les obtenir. Enfin, voilà. En tout cas, derrière cette question, il y a la question du suivi médical, du suivi post-professionnel pour les CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc là, c'est la question du suivi médical des gens qui ont été exposés dans leur travail à ces CMR. Donc là aussi, il y aurait une nécessité d'une information globale. On reçoit tous, je viens d'avoir 50 ans, j'ai reçu la semaine dernière mon petit courrier qui dit que je dois faire un certain nombre d'examens. Bon, et ben, la traçabilité du monde professionnel, de la traçabilité du travail repose sur la médecine du travail aujourd'hui. Je vous encourage à demander votre dossier médical à la médecine du travail. Anticipez bien avant les choses, parce que vous verrez qu'il manque certainement des choses. Mais préparez les choses, vous, en fait. Il faut compter sur vous pour retracer cette exposition en lien avec le médecin du travail. Et faites rectifier les choses. Et quand vous allez voir votre médecin, il faut impérativement aussi qu'il interroge votre travail.
Voilà, donc c'est la question du suivi médical quand on a été exposé à des CMR. Alors, il y avait Henri Titgresse qui voulait réagir. Et après, il y a 2-3 interventions à gauche. Oui, moi je voulais dire, là, ça par rapport à la commission là, et aux documents qu'ils ont sortis, c'est bien de faire le constat de tout, mais malheureusement les choses n'ont pas suivi dans les faits. Il faut quand même bien reconnaître les choses. Moi je veux bien que les ministères aient été concernés, mais on sait très bien comment à des moments donnés les ministères ils travaillent, quoi. Hein. On passe dans 3 ans ou 5 ans, je m'en vais, je passe le relais à celui qui viendra derrière et il se débrouillera avec ces problèmes-là. Le problème du désamiantage, je m'excuse, il y en a de partout de l'amiante. Les administrations, on peut les cibler, les administrations, les hôpitaux. Dans les hôpitaux, on vous dit, ne faites pas un trou dans le mur pour mettre un cadre parce qu'il y a de l'amiante de partout. Au niveau des cliniques, au niveau des écoles. À la Seine, on a eu encore une école sur laquelle les parents d'élèves, y compris les instituteurs, sont venus nous voir pour dire on a de l'amiante, comment il faut faire? Mais après, quand on leur explique toute la procédure qu'il y a et qu'il va falloir remettre en cause le maire qui est responsable de ne pas avoir fait le travail, bon, mais les gens, à des moments, ils s'abaissent. Moi, je pense qu'il aurait fallu obligatoirement faire un désamiantage national de répertorier les sites et de le faire. Et y compris les inspecteurs du travail, qui pendant des années n'ont jamais joué leur rôle, leur faire jouer leur rôle pour qu'ils aillent dans les entreprises sur lesquelles on a utilisé de l'amiante, et les entreprises où, malgré l'interdiction de l'amiante, je prendrai les travailleurs de l'État. Les travailleurs de l'État, dans les arsenaux, ils ont eu pendant 6 ans une dérogation pour pouvoir continuer à utiliser de l'amiante. 6 ans, pendant 6 ans. Et le problème du traitement des déchets de l'amiante, on n'en parle pas, y compris la gratuité. Parce qu'aller faire un désamiantage dans votre maison, quand le gars il vient et qu'il vous fait le devis, eh bien, vous savez ce qu'ils font les gens? Ils se font le désamiantage eux-mêmes, on les jette dans la poubelle, on les jette dans les décharges sauvages. Voilà où on en arrive en ne prenant pas les dispositions que les pouvoirs publics, les ministères, et y compris les élus politiques, auraient dû prendre. Alors, on va juste avant prendre... alors, il y avait le monsieur là-bas qui a levé la main depuis un moment déjà, et à gauche, et après, je vous donne la parole, monsieur le sénateur. Une question rapide par rapport à l'amiante, puisqu'il y a des choses que je n'ai pas bien compris. C'est d'abord qui paye. On a entendu tout à l'heure avec Ban Abestos que 79% de la facture pour Aulnay avait été payée par les riverains, les citoyens, donc le côté qui paye. Dans le même ordre d'idée, on vient d'entendre l'expression entreprise agréée, mais qu'en est-il d'une estimation économique en termes de filière et donc d'emploi aussi possible par rapport à un grand chantier amiante national, par exemple, ou en tout cas des plans, un plan national ou des plans déclinés à l'échelle locale, ou est-ce qu'on a un problème d'estimation car il n'y a pas de cartographie, pas de mapping des sites à désamianter? Voilà, juste je voudrais avoir des précisions sur ces 3 aspects. Merci. Alors, il y avait une intervention à gauche de Madame Jass. Oui, bonjour. Alors non, là, c'est pas Madame Jass, pardon. Non, c'est Madame Poplin. J'ai entendu la remarque de Maître Laforgue sur les lanceurs d'alerte qui avaient prévenu des risques de défaillance de masques qui sont quasiment, enfin c'est les majoritaires, hein, c'est le masque 3M, maintenant c'est dans la presse, on peut le citer, les défaillances des masques 3M dans leur débit d'air lors des travaux de désamiantage. Moi je remarque une chose, c'est quand on raccorde à ce qui a été dit ce matin, entre les masques amiante qui sont censés protéger les travailleurs de l'amiante, les EPI des agriculteurs qui sont censés protéger les travailleurs agricoles, ont fait reposer la maîtrise des risques professionnels sur des équipements de protection individuelle. L'ANSES l'a démontré en 2016 et notre commission nationale de déontologie et d'alerte va rendre un avis encore pour démontrer que les EPI des agriculteurs ne fonctionne pas, voire aggrave, comme ça a été dit ce matin, l'exposition des agriculteurs. On sait que les masques, ce fameux masque défaillant Proflo a mis 3 ou 4 ans avant qu'il a fallu vraiment compter sur la persévérance du lanceur d'alerte pour arriver, qui contrôlait, qui faisait partie d'une agence de contrôle, d'un établissement de contrôle au sein de 3M pour arriver à faire émerger la vérité.
comment peut-on continuer encore, je sais que vous ne pouvez pas répondre, mais moi, ce qui me sidère, c'est quand même de faire tout reposer la protection des risques sur ces équipements de protection individuelle qui peuvent être défaillants, voire totalement inopérants. Donc c'est vraiment, on reprend, et d'autre part, dans cette commission, nous sommes sans cesse alertés sur des déposes de matériaux amiantés, comme les toitures, etc., qui sont retirés sans aucune protection. Quid aussi du travailleur dans le bâtiment qui ne sait absolument pas les risques ou ne les connaît pas. Et ensuite, quid de ces déchets qui partent on ne sait où. Alors, il y avait une intervention de Madame Jass, pour le coup, et après, je vous donne la parole, Monsieur le Sénateur, sur les questions qui ont été posées. Et à François Laforgue aussi. Oui, je voulais simplement faire une remarque sur le fait qu'il faut dire aux individus de s'occuper de leurs propres expositions, de la traçabilité de leurs propres expositions CMR, pour pallier aux défenses en fait des institutions. C'est très problématique d'avoir, pour moi, de ce point de vue, d'avoir ce discours-là. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont exposés à des CMR, et il n'y a pas que les CMR qui sont problématiques. La médecine du travail, il y a de moins en moins de médecins du travail, et en milieu agricole, la MSA manque cruellement de médecins du travail, commence à très peu de préventeurs commence à manquer, à ne pas arriver à recruter les préventeurs aussi, qui ont beaucoup d'autres tâches en agriculture. C'est un peu moins, et dans le système général aussi. Et par ailleurs, on a aussi beaucoup de gens dans tout un ensemble de secteurs très exposés qui n'ont pas le statut de salarié et qui sont dans des systèmes d'auto-entrepreneuriat, etc., de sous-traitance multiples et variés, qui n'ont accès à aucun système de ce point de vue et qui n'ont aucune information. Et on est dans des transformations c'est un système qui est en train de devenir hyper systémique, d'avoir de tout un ensemble de gens qui ont des statuts professionnels qui ne leur donnent même pas accès à ce type de structure. Qui sont défaillantes. Mais donc, il y a quand même une réflexion à mener sur comment est-ce qu'on fait pour être même simplement au courant de ce à quoi on est exposé, et avant même d'avoir une réflexion sur comment on assure la traçabilité. Alors, il y a beaucoup de questions et très peu de temps, donc je vais inviter les personnes qui répondent à essayer de faire court, même si c'est difficile. Donc, il y avait une question sur qui paye au niveau du désamiantage, et doublée d'une question sur est-ce qu'on a des informations sur le travail et la création d'une filière, et d'autre part, une question sur la fiabilité des EPI. Donc, Monsieur le Sénateur et Monsieur Laforgue, vous vouliez répondre à ces deux questions? Alors, brièvement, pour qui paye, le vrai problème est là. J'ai entendu ce que vous disiez, qu'il fallait un grand plan national, il faut désamianter la France. Qui paye? C'est une facture à plusieurs milliards, dizaines de milliards, vous l'imaginez. Donc, je veux bien. Il faut aussi, je le rappelle, pour les enjeux climatiques, il faut rénover nos habitations. Alors peut-être ça peut être combiné, évidemment. Il y a des enjeux qui sont conjoints, tout à fait. Des vieux appartements, des vieilles constructions peuvent être amiantés, et ensuite on peut effectivement procéder à une amélioration pour une rénovation thermique, ou évidemment, etc. Je dis, le principe est-il toujours vrai? Le principe qui avait été admis, c'est que quand on ne touchait pas à l'amiante sèche, elle n'était pas dangereuse puisqu'il n'y avait pas de fibres dans l'air. Le problème, c'est que, je vous dis, qu'on est amené parfois pour des menus travaux à y toucher sans précaution, que ce soit chez soi ou que ce soit dans des bâtiments publics. Et le vrai problème, il est là. C'est qu'il faut qu'on soit conscient que ça peut être, avec une seule fibre, la cause d'un cancer mortel. Voilà. Maintenant, je vous pose des questions. Je vous ai dit, moi, mon sentiment, c'est qu'il faut qu'on fasse un travail au niveau parlementaire, complémentaire, en interrogeant toutes les parties prenantes pour effectivement voir ce qui est possible, ce qui est faisable et à quelles conditions. Alors, Maître Laforgue, et après, le mot de la fin sera pour Madame Herrero qui répondra à Madame Jass.
J'ai tellement de choses à dire, mais je vais être très rapide. Sur les sites pollués, en fait, la réglementation sur les sites pollués, c'est l'exploitant, le dernier exploitant qui est en charge du coût, qui prend en charge le coût de la dépollution, mais pour les faits de l'exploitation. C'est-à-dire que la toiture amiantée, lorsqu'elle est enlevée du site, n'est pas à la charge du dernier exploitant. Parce que là, en l'occurrence, le dernier exploitant avait vendu le site à un promoteur immobilier. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans ce dossier, il y avait une prise en charge financière un peu différente. Mais ce qu'on a réussi à obtenir, c'est qu'au moins, il y ait toute une partie de la pollution à l'amiante qui était prise en compte au titre de l'exploitation passée du CMMP. Concernant les travailleurs, vos interventions, les unes et les autres, ça me fait rebondir sur peut-être une ou deux réflexions. Un, ce qu'a indiqué Pauline Servan tout à l'heure, c'est que précisément, on essaye de nous dire qu'il y a des mesures de gestion du risque qui permettent de laisser sur le marché des produits dangereux. Or, tout notre travail consiste aujourd'hui à détricoter ces mesures de gestion du risque, que ce soit sur les moyens de protection des utilisateurs ou que ce soit sur l'atteinte à certains vertébrés et autres. Et je vous invite à lire une décision du tribunal administratif de Montpellier qu'on a obtenue il y a quelques mois, où on a fait sauter une autorisation de mise sur le marché d'un produit à base de glyphosate. Pour ces raisons-là. Donc on y arrive quand même. Il faut se battre sur les mesures de gestion du risque, et notamment sur cette question-là de cette espèce d'idée qu'à partir du moment où on met une combinaison, on est nécessairement protégé, par exemple. Deuxième réflexion, ça m'inspire, c'est toute la logique. On a parlé de la stratégie du doute, mais il y a aussi cette logique managériale, entre guillemets, des entreprises qui consiste à dire quel est le responsable en matière de sécurité et de donner, moi ça m'est arrivé dans une affaire pour un incendie dans une entreprise, eh bien on donnait aux salariés qui est responsable de votre sécurité, ils ouvraient le petit livret, il y avait un miroir. Voilà. Et donc c'est faire peser la gestion du risque sur le salarié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des mauvais utilisateurs. On l'a retrouvé pour l'amiante pendant des années, on le retrouve pour les pesticides. Il n'y a pas de mauvais produits pesticides, il n'y a que des mauvais utilisateurs. Si les agriculteurs se protégeaient, il n'y aurait aucun problème. Voilà la logique. Donc toutes les réflexions que je peux avoir moi sur ce que vous dites, c'est celle-là. Et puis également sur la traçabilité, ça m'amène à la réflexion, l'information. L'accès à l'information est le premier sujet pour nous. Pour ce qui concerne les enfants atteints de cancer, eh bien, tout le travail qu'on fait actuellement avec le collectif, c'est d'avoir accès aux informations, parce qu'on cache les choses, parce qu'on ne veut pas donner l'information. Et c'est la première étape. Il faut absolument avoir accès à cette information, prôner la transparence sur des sujets de santé publique comme ceux-là. Alors, je suis désolée pour toutes les personnes qui voulaient prendre la parole, mais on est déjà un petit peu en retard. Donc, Madame Herrero, en quelques mots, va terminer sur cette question de la traçabilité. Et après, au pas de course, j'appellerai à la tribune donc Laurence Huc, Philippe Piard, Nicole Bonnefoy et Lucie Leloup. Merci de vous tenir prêts. Alors sur cette difficulté donc de reconnaissance, de savoir, d'information, d'abord maladie professionnelle, puisque tout ce qui concerne les dossiers de maladie professionnelle, c'est la victime elle-même qui doit faire son dossier, le rechercher et produire son dossier, contrairement à un accident de travail où c'est l'employeur, enfin on est dans un cadre très différent. La maladie professionnelle, c'est la victime vraiment qui doit se débrouiller toute seule, d'où l'intérêt des associations qui accompagnent quand même sur ce point. Et il y a toute la traçabilité. On est devant des dossiers qui sont très, très, très techniques. Voilà, si les victimes, enfin, l'information n'existe pas. Alors, j'ai dans ma famille un oncle qui a toujours été maraîcher, qui a un Parkinson. Il ne savait pas qu'il pouvait, et sa fille vient de développer une leucémie. Voilà, donc s'ils n'ont pas un entourage, comment on ne le sait pas. Les médecins, ils n'ont pas l'information. Les médecins traitants n'ont pas l'information. C'est compliqué. Donc c'est pas eux, ils vont soigner les victimes, mais donner l'information de savoir qu'ils peuvent faire telle ou telle déclaration. Non, les victimes de l'amiante professionnelles. Alors ça a été beaucoup dit, donc
plus ou moins, il y a beaucoup d'intervenants, il y a les syndicats en interne à l'entreprise, les associations à l'extérieur, il y a quand même du monde qui le sait. Par contre, toutes les victimes environnementales ne le savent pas. La première personne quand le fonds venait d'être créé, qui a franchi mon bureau, c'est une personne qui avait un mésothéliome. Il n'avait jamais été exposé professionnellement. Il a 40 ans, aucune exposition professionnelle et mésothéliome. Et il venait me voir parce qu'il rentrait à la FNAT parce qu'il voulait savoir, on le mettait en invalidité, il ne savait pas du tout ce que c'était. Il savait que sa maladie était très grave. Hein. Et il était en invalidité, il venait se renseigner pour savoir qu'est-ce que c'était l'invalidité, qu'est-ce qui allait se passer. Bon, il est tombé à la FNAT, on était un petit peu au courant de l'amiante, de mésothéliome, donc on l'a accompagné dans toutes les demandes à côté en lui expliquant. Mais combien de victimes passent à côté, ne savent pas, parce qu'il n'y a aucune information. Enfin, c'est tellement technique en plus. Et puis quand on est atteint de maladies graves comme ça, on passe d'abord à se soigner avant de faire tout ça. Hein. Voilà. Bon, merci à tous et toutes. C'est la fin de cette première table ronde.